Eh bien, aujourd'hui, on fait une corrélation évidente entre la performance et le bien-être. Quand les gens sont heureux, on peut arriver à développer 30% de productivité en plus. 30%. Quel est le process, quelle est l'organisation qui va pouvoir développer 30% de productivité aujourd'hui? Vous voyez, la question qu'on peut se poser, c'est, sachant ça, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise pour vous aider et pour développer le bien-être de ses collaborateurs? Et c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué pour l'entreprise parce que ça va toucher au domaine des émotions. Et ça, les émotions, l'entreprise, elle est assez mal à l'aise avec. En tout cas, elle aimerait que tout le monde soit dans des émotions positives. Elle aimerait que tout le monde soit super motivé, la banane en permanence, mais elle ne sait pas comment faire. Et puis elle ne sait pas comment gérer les émotions qui sont des émotions négatives, entre guillemets, en tout cas des émotions inconfortables, et qui pourtant sont très présentes dans l'entreprise. L'agacement, ça va pas assez vite, l'impatience, le mécontentement, la colère, la frustration, le sentiment d'impuissance. Tous les jours, vous êtes habité par ces émotions, et comment faire avec? Donc 30% de productivité en travaillant sur le bien-être, c'est déjà important. On sait aujourd'hui qu'il y a une baisse de l'absentéisme, les gens sont moins souvent malades. On sait que ça préserve aussi beaucoup du syndrome d'épuisement professionnel tel que le burn-out. On sait que ça augmente aussi la créativité. Alors ça, on le sait parce que quand on est heureux, on a plutôt des émotions positives, et les émotions positives déclenchent la sécrétion de neurotransmetteurs, sérotonine, noradrénaline, dopamine, qui vont favoriser la créativité, augmenter la rapidité de compréhension, nous permettre de traiter les sujets de façon plus rapide, plus explicite, et puis ça va aussi permettre de coopérer davantage. Ça va créer de la transversalité, les gens vont se parler mieux, ce qui est pas mal déjà, et ça va faciliter l'échange entre les services. On sait également que quand on est heureux au travail, quand on est optimiste, quand on se sent capable, ça augmente à la fois notre autonomie et notre persévérance. J'ai confiance dans ma capacité à y arriver, je vais pouvoir le faire, et je vais même investir davantage pour y arriver. Et puis, dernière chose qui n'est pas négligeable, quand les gens sont heureux, eh bien, ils démissionnent moins souvent. Il y a un attachement plus fort à l'entreprise, il y a un investissement plus fort vis-à-vis de l'entreprise. Donc tout ça, il y a un certain nombre d'études qui le prouvent de façon scientifique aujourd'hui. Alors il faut déjà définir ce que c'est que le bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est difficile à définir, mais si je devais le résumer, je dirais que c'est pouvoir exercer son activité de façon à la fois efficace et sereine. C'est-à-dire maintenir une forme d'équilibre entre les exigences liées au travail et à l'environnement de travail et les ressources qu'on a pour y faire face. Il ne faut pas confondre le bien-être et le plaisir. Ce n'est pas tout à fait pareil. Le plaisir, c'est une émotion ponctuelle, mais ce n'est pas forcément bon pour la santé. Je me fais plaisir en mangeant du Nutella tous les jours, je ne suis pas sûr que pour mon bien-être, ce soit bon. Le bien-être, c'est quelque chose qui est plus durable. C'est un état qui va durer plus longtemps et qui ne s'accompagne pas forcément immédiatement par une sensation de plaisir. Hier soir, je suis allé courir, il faisait nuit, j'avais pas envie, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire mes 10 km, mais je sais qu'aujourd'hui, j'en sens tous les bénéfices et je me sens mieux. Alors quand on a défini le bien-être, quand on a réfléchi à ce que c'est, on voit bien qu'il y a un obstacle principal devant le bien-être qui est aujourd'hui ce qu'on trouve beaucoup dans l'entreprise, ce dont on parle beaucoup, c'est le niveau de stress, ou plus exactement le niveau de surstress. Un niveau de surstress, un niveau de stress élevé est incompatible avec le bien-être, ça c'est sûr. Alors on va déjà essayer de définir ce que c'est que le stress. Cette définition, elle était un petit peu compliquée à trouver parce que pendant des années, il y avait deux chapelles qui s'opposaient sur cette définition. Il y avait une vision qui était plutôt une vision patronale. Non, on va commencer par l'autre. Il y avait une vision plutôt syndicale qui disait le stress, c'est l'environnement. Vous enlevez les facteurs de stress qui pèsent sur les salariés et les gens ne seront plus stressés. Alors on n'a qu'à vous enlever vos clients, si c'est vos clients qui vous stressent, vous ne serez plus stressés. Le problème, c'est que vous n'aurez plus de travail. Ça, c'est ballot. Alors il y avait une vision patronale, elle, qui disait non mais attendez les gars, vous dites n'importe quoi, le stress c'est pas l'environnement, le stress c'est les individus. Regardez, vous prenez deux personnes, vous les mettez dans la même situation, il y en a un qui est stressé et l'autre qui l'est pas. Alors avec cette vision,
L'entreprise peut faire peser des contraintes absurdes sur ses salariés, leur donner des délais très courts, ne pas leur donner les moyens nécessaires et leur dire « Ah ben si ça te stresse, c'est ton problème, nous, ça ne nous regarde pas ». Alors ça a été compliqué de mettre d'accord, des gens qui disaient le stress et l'environnement et d'autres qui disaient le stress et les individus. Ils se sont mis d'accord dans un accord qui s'appelle un accord national interprofessionnel qui date d'octobre 2008, donc c'est assez récent. Et finalement, on est tombé d'accord sur la définition européenne du stress qui datait de 2005, mais en France, il nous faut en moyenne 3 ans de discussion pour nous mettre d'accord sur des trucs qui existent ailleurs dans le monde. C'est le charme du pays français. Et c'est la réalité. La dernière semaine, l'Europe avait donné 3 ans. La dernière semaine, on s'est dit, bon, puisqu'on n'est pas d'accord, reprenons la définition européenne. Alors, la définition du stress, c'est quoi? La définition du stress, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose l'environnement et la perception qu'elle a des ressources pour faire face. Le premier mot qui est très important, celui qui est en bleu sur les slides, c'est le mot perception. Le stress, c'est une affaire de perception individuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des facteurs objectifs, mais ça veut dire que quand quelqu'un se noie dans un verre d'eau, lui, il se noie vraiment. Et que si vous jugez son stress à l'aune de votre propre perception, vous allez peut-être lui dire « Attends, arrête de te plaindre, quoi, il y a 30 cm d'eau, moi j'en fais 10 fois plus que toi, allez vas-y, quoi, bouge !» Et quand vous faites ça, vous faites quoi? Vous l'enfoncez. Vous lui mettez la tête sous l'eau. Attention, le premier réflexe que l'on a, c'est juger l'autre à travers le seul filtre que l'on connaisse, c'est moi. Comment moi je réagirais? Le stress est une affaire de perception. Quand quelqu'un se noie dans un verre d'eau, lui, sa souffrance à lui, elle est réelle. Ça, c'est la première chose qui est très importante. La deuxième chose qui est importante, c'est une affaire de balance. Si j'ai la perception d'avoir plein de contraintes et pas assez de ressources, je suis en déséquilibre et je suis en surstress. Maintenant, je peux être aussi en déséquilibre inverse. Quand je perds un emploi, j'ai plein de ressources et j'ai plus de contraintes. Quand on m'a mis dans un placard ou que je fais la même chose depuis 20 ans et que ça commence à m'emmerder, j'ai plein de ressources et j'ai pas assez de contraintes. Et c'est aussi stressant d'être en inactivité ou d'être dans un placard que d'être en surcharge. J'en vois qui opinent du chef, ils ont dû connaître ça peut-être à un moment donné. Donc, le stress, ça n'est pas une maladie. On va essayer de dédiaboliser ce sujet. Le stress est une réaction normale d'adaptation à l'environnement. Quand on avait encore des peaux de bêtes et des gourdins à la ceinture, pour ceux qui s'en souviennent, et qu'on était attaqué par un dinosaure, alors il n'y a pas de dinosaure à l'époque des Homo sapiens, mais c'est une image, ça permet quoi le stress? Ça permettait quoi? Une augmentation du rythme cardiaque, un échauffement musculaire pour se préparer à 2 choses. Fuir, et si je ne peux pas fuir, me défendre, me battre. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de rester en vie. C'est une réaction naturelle d'adaptation et c'est normal. La vie sans stress, ça n'existe pas. Vous seriez sur une île déserte, si la noix de coco qui d'habitude vous apporte votre petit déjeuner à 9h ne tombe pas de l'arbre à 9h05, vous allez être stressé. Réaction naturelle d'adaptation. Je suis tout à fait capable de gérer une attaque de dinosaure de temps en temps. L'homme est assez bien construit pour ça. Par contre, le surstress, c'est quand j'ai l'impression qu'en permanence, j'ai un risque pour ma santé. En permanence, j'ai un dinosaure qui me poursuit. Si je ralentis, je vais me faire bouffer. Si je m'arrête pour refaire le lacet de ma chaussure, je vais me faire écraser. Et même la nuit, parfois, le dinosaure, il est encore dans ma tête. Quand on regarde ce que ça coûte émotionnellement de réagir à un stimuli de stress, je veux traverser la route, il y a quelqu'un qui va m'écraser, le stress me sauve la vie parce que ça me fait faire un bond, après j'ai juste envie de m'asseoir, je suis épuisé. Vivre en permanence avec cette impression que sa vie est réellement en danger, que je ne peux pas ralentir,